Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un logiciel qui s'appelle MATLAB avec l'outil Simulink. Ce logiciel, nous allons l'utiliser pour réaliser le TP4 qui concerne la modélisation et la simulation des systèmes causaux. Dans ce TP, nous allons modéliser un système qui s'appelle le robot Eric. C'est un système qu'on a déjà pu étudier en séance de travaux pratiques. C'est un robot anthropomorphe 5 axes qui permet de saisir des objets, par exemple dans une chaîne de production. Nous allons nous intéresser uniquement à la modélisation autour de l'axe du lacet qui correspond à une rotation autour de l'axe que je rajoute sur cette figure. Dans ces deux configurations-là, nous avons le robot replié et le robot déplié. La différence dans ces deux configurations-là va concerner l'inertie du robot. L'objectif de la simulation est de prévoir les performances de l'asservissement du système en modélisant toute la chaîne d'énergie du système et l'asservissement de cette chaîne d'énergie pour en prévoir les performances et vérifier que le système est capable de générer une orientation correcte autour de l'axe du lacet. Pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle MATLAB. Ce logiciel, avec la version 2019B, sachant que les versions précédentes possèdent à peu près les mêmes structures, il y a peu de choses qui changent de version en version. Donc même si vous avez installé une version précédente, cette vidéo peut quand même vous être utile. En lançant ce logiciel, après l'avoir installé, avec les recommandations que je vous ai envoyées par mail, on arrive sur cet environnement de développement intégré, qui est assez similaire à ce que vous avez pu rencontrer, notamment pour la programmation en langage Python, si vous utilisez Idle ou Piso. On a différents emplacements dans la fenêtre qui s'affichent. On a une fenêtre de commande, on a une fenêtre d'explorateur de fichiers, et on a une fenêtre de workspace. Alors ça, c'est la structure par défaut, sans doute une fois que vous avez installé ce logiciel. C'est possible que ça diffère un petit peu selon votre installation. Au niveau supérieur, nous avons également des fenêtres d'outils avec différents onglets. L'onglet par défaut, c'est l'onglet Home. On va rester sur cet onglet-là. Ici, nous avons la fenêtre dans laquelle on peut préciser le répertoire courant. Dans MATLAB, c'est très important. Il faut choisir dès le départ dans quel répertoire nous allons travailler. Pour notre part, on va travailler sur le TP4, donc je vous conseille de créer un répertoire qui s'intitulera TP4 et de copier le chemin pour le coller à ce niveau-ci. Ici, on s'aperçoit qu'on aura un certain nombre de fichiers qui seront déjà présents. Alors ce fichier, je le mettrai sur le site de la classe et vous pourrez donc télécharger toutes ces données. On voit qu'on a des fichiers avec différentes extensions. La plupart des extensions sont des .m qui sont des fichiers de script MATLAB. On voit également qu'on a un fichier .slx qui est un fichier Simulink dont on verra plus tard. Une fois que vous avez réalisé cela, on peut tester un certain nombre de choses dans la command window qui concerne en fait le shell comme dans Python. On peut réaliser des opérations élémentaires comme vous avez l'habitude de le faire dans Python. On peut déclarer des variables, a égale 1, b égale 3 fois a, et si on affiche, si on rappuie la variable, on a bien l'expression qui est obtenue. On peut s'en servir du coup comme une calculatrice. Dans MATLAB, ce qui est assez pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'importer des modules pour avoir des fonctions déjà de base. Par exemple, on peut déjà avoir pi, 10-4 près est déjà accessible. On peut réaliser des opérations avec pi, et voilà tout ce qu'on obtient. On a aussi des fonctions de base, telles les puissances. Alors les puissances, c'est un petit peu différent dans MATLAB, c'est avec l'accent circonflexe. Voilà. Donc, on remarque que les variables que j'ai créées sont apparues dans le workspace. Ensuite, on peut créer des scripts. Il suffit de cliquer sur le bouton New Script, et là, vous voyez une nouvelle fenêtre qui apparaît dans l'éditeur, et dedans, on peut mettre des scripts avec des déclarations de variables. Pour exécuter le script, alors il faut l'enregistrer. Quand on l'enregistre, par défaut, on se place dans le répertoire courant qu'on a précisé dans la fenêtre du répertoire courant, le nom de test. Et ensuite, pour l'exécuter, dans l'onglet Editor, qui doit se mettre par défaut à partir du moment où on a créé un nouveau script, on peut appuyer sur Run. On remarque ici, toutes les variables que j'ai déclarées, vous voyez déjà, on voit le nom du fichier qui apparaît ici, toutes les variables que j'ai déclarées apparaissent. Alors dans MATLAB, il n'y a pas besoin de mettre la commande print pour faire apparaître des résultats d'opération. Il suffit pour ça de ne pas mettre en fin de ligne de point-virgule. Si on met un point-virgule en fin de ligne et que je réexécute le script en ayant pris garde de le sauvegarder au préalable, on voit qu'il n'y a que la ligne correspondant à C égale 7 sans point-virgule à la fin qui s'affiche. Pour autant, les autres lignes ont bien été exécutées, mais il n'y a pas l'affichage. Donc vous voyez, c'est assez pratique d'un point de vue programmation. Voilà en ce qui concerne les différents outils dans MATLAB. Nous allons travailler avec différents scripts dans le TP. Vous pouvez éventuellement les ouvrir pour voir. On peut regarder le script qui s'appelle Data Model Élève
qui sera un script de déclaration de variables pour notre modèle. Pour l'instant, on va le laisser de côté. Si vous regardez, vous avez différentes déclarations de variables. Alors, des paramètres de capteur, des paramètres de conversion analogique numérique, des paramètres de correcteur, les informations concernant le réducteur que vous devrez compléter, les paramètres des constantes du moteur, etc. Donc là, si vous lancez ce script, vous allez avoir un message d'erreur puisque certaines lignes sont incomplètes. Cette ligne-ci est incomplète, celle-là également. Ce sont des données à compléter en suivant l'énoncé du TP4. Nous allons utiliser un module de MATLAB qui s'appelle Simulink. Pour retrouver ce module, il faut vous placer dans l'onglet Home et cliquer sur le bouton Simulink. Autre possibilité, vous pouvez taper directement Simulink dans la command window. Là, il faut être un petit peu patient. Le module se lance. Il peut être parfois un petit peu lourd. Il faut attendre quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes. Pour surveiller l'avancement de ce qui se passe dans le logiciel, vous pouvez être vigilant sur ce qui se passe en bas à gauche. Ici, vous voyez, au départ, on avait écrit Busy. Maintenant, on a écrit Starting Simulink. Ça peut toujours un petit peu rassurer. Normalement, vous avez une page qui se lance. Sur mon ordinateur personnel, là, j'ai dû attendre une vingtaine de secondes pour que cette page se lance. Dessus, vous avez un certain nombre d'exemples qu'on peut utiliser. Nous allons déjà utiliser Blank Model. Une fenêtre s'affiche, c'est un script Simulink. Alors, Simulink, c'est un langage de programmation graphique. Donc, on verra que le script, en fait, sera graphique. Nous allons donc mettre en place des éléments graphiques qui nous permettront de faire de la modélisation et du coup ensuite de la simulation de comportement de système. On va pour cela utiliser une bibliothèque dans laquelle sera stocké des éléments graphiques. La bibliothèque, c'est le bouton que vous avez ici en haut à gauche. Vous allez cliquer sur Library Browser. En cliquant dessus, vous avez ici le suivi Starting Library Browser. Vous attendez un petit peu et vous allez avoir la bibliothèque qui va s'afficher. Cette fenêtre s'affiche. L'ensemble des fonctions qu'on peut utiliser sont classées par différentes catégories. Dans ce TP, nous allons essentiellement utiliser la catégorie Simulink, qui sont les fonctions de base Simulink. Ensuite, il faut un petit peu s'y retrouver. Dans le TP, normalement, les fonctions qu'on doit utiliser sont clairement référencées selon les noms qu'on peut retrouver ici. Nous allons déjà faire un test d'une simulation temporelle d'un système du premier ordre. Nous allons utiliser la catégorie Continuous. Dans la catégorie Continuous, nous allons utiliser un bloc qui permet de modéliser des systèmes sous la forme d'une fonction transfert. Ce bloc-là va s'appeler Transfer Function. Il se situe ici. Il suffit de cliquer dessus et de le glisser vers la fenêtre du script. Encore une fois, il faut être un petit peu patient, notamment pour le premier bloc que vous allez importer. Ce bloc-là, on peut le déplacer un petit peu où on veut, on peut le mettre au milieu de la fenêtre. Pensez assez vite à sauvegarder ce fichier en cliquant sur Save. Là, par défaut, il va se sauvegarder dans le répertoire courant que vous avez précisé dans MATLAB. Donc ici, on va l'appeler premier ordre. On remarque que ce bloc possède une flèche qui rentre, une flèche qui sort. On peut comprendre assez aisément que ça va concerner l'entrée et la sortie. Sur ce bloc par défaut, on a une fonction rationnelle qui est de la forme 1 sur s plus 1. Il faut comprendre que le s est la variable de la place, c'est la notation habituellement utilisée par les anglo-saxons. Donc ici, on a un premier ordre avec un gain statique égal à 1 et un coefficient 1 devant la variable de la place, donc avec une constante de temps égale à 1. On peut déjà commencer par simuler le comportement de ce type de système. Donc comme vous l'avez compris, j'imagine, il faut mettre en place une entrée et une sortie. L'entrée va concerner une sollicitation, un type d'entrée qu'on va vouloir mettre. On peut très bien utiliser un signal canonique qu'on a vu en début d'année, échelon, rampe, impulsion de Dirac, fonction sinus, ou alors un tout autre type de fonction. Donc on va retourner dans la librairie en cliquant ici, elle s'affiche directement, et les entrées on va les retrouver dans Simulink, Source. On clique sur Source, et ici on peut choisir différents types d'entrées. Les entrées canoniques qu'on va retrouver, on a constante, ici, rampe, qu'on a vu dans le cours en début d'année, fonction sinus, sine, wave, et la fonction échelon qui s'appelle step. Ici on va mettre un échelon, l'objectif sera de simuler le comportement d'un premier ordre et la réponse d'un échelon, puisqu'on a vu ces éléments de réponse dans le cours d'un point de vue analytique en début d'année. Donc on déplace le bloc, le mieux c'est d'essayer de le mettre en face de l'entrée. Vous voyez qu'il vous propose de mettre une flèche, vous pouvez cliquer dessus, et là, ça met en place une flèche. Je peux annuler, sinon, autre façon de faire, il faut plutôt approcher la souris du début de la flèche qu'on veut mettre en place. Là, vous avez une petite croix qui apparaît, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous maintenez appuyé, et ensuite vous décalez votre souris jusque là où vous voulez faire venir la flèche. Après, il y a une possibilité de faire des circuits différents, mais le mieux c'est d'aller avec le chemin le plus direct. Et après, on relâche la souris et la flèche est créée. Il faut ensuite mettre en place une sortie, donc on va retourner dans la librairie. Les sorties vont se trouver dans la catégorie Simulink Things, et là les sorties ce seront pour nous un moyen de visualiser la réponse. On va prendre le bloc qui s'appelle Scope.
On va cliquer dessus et le glisser dans la fenêtre. On le décale pour le mettre en face de la sortie du bloc. On peut cliquer ici avec la flèche qui vous propose ou utiliser la méthode vue précédemment. Il ne faut pas hésiter à visualiser les différentes options disponibles pour chacun des blocs. Pour ce faire, n'hésitez pas à double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur chacun des blocs. On peut double-cliquer sur Step. Ici, une fenêtre apparaît avec 4 champs à remplir. Step Time est en fait l'instant de début de l'échelon. On remarque que par défaut, on a un instant égal à 1. Ça veut dire que l'échelon, au lieu de démarrer à 0, il va démarrer à 1 seconde. Initial Value, c'est la valeur initiale. Et Final Value, c'est la valeur finale de l'échelon. Sample Time, on peut le laisser par défaut égal à 0, c'est le temps d'échantillonnage de la simulation. On peut laisser ces paramètres par défaut, on les changera par la suite. En double-cliquant sur le scope, une fenêtre graphique apparaît. Pour l'instant, nous allons la laisser de côté. Le mieux, c'est d'essayer de la mettre juste à gauche de la simulation et éventuellement de réduire la fenêtre de simulation pour avoir les deux l'un à côté de l'autre. Alors vous avez un petit bouton sur la gauche ici qui permet de faire un zoom au mieux vis-à-vis de votre simulation. Après, ne pas hésiter éventuellement à rapprocher les blocs pour agrandir cette fenêtre. On peut double-cliquer également sur la fonction transfert. Ici, on s'aperçoit qu'on a deux champs qu'on va pouvoir compléter. Numerator coefficient, denominator coefficient. Ce sont deux vecteurs. Donc on remarque que c'est un peu la même syntaxe que les listes dans Python, où en fait les vecteurs sont représentés par des crochets, sauf que les termes ne sont pas séparés par des virgules, mais ici par des espaces. Donc on remarque ici qu'on a un vecteur avec une seule composante, et ici un vecteur avec deux composantes. Ces composantes s'interprètent comme les coefficients des polynômes, des numérateurs et des dénominateurs de la fraction rationnelle liée à la fonction transfert. On va commencer par l'ordre de plus haut degré. Ça veut dire que ici, si je rajoute un 2 avec un espace et que je valide, nous avons une fonction transfert avec un polynôme de degré 1 au numérateur avec un 2 devant le coefficient, la puissance de 1 et un 1 devant la puissance 0. On peut revenir à la configuration initiale pour faire la simulation sur un système du premier ordre. Nous avons fini l'étape de modélisation. Nous avons donc procédé à la modélisation d'un système du premier ordre qui sera sollicité par une entrée canonique de type échelon d'amplitude 1 retardée de 1 seconde. L'objectif et de visualiser le résultat. Donc maintenant, de procéder à la simulation. Nous allons devoir régler une durée de simulation. C'est avec la fenêtre qui se situe au-dessus, avec le champ Stop Time, qui va correspondre à la durée de la simulation. Par défaut, c'est 10 secondes. On peut, pour lancer la simulation, simplement appuyer sur Run. On obtient le résultat de la simulation sur le scope, avec la courbe qui va correspondre à la réponse d'un système du premier ordre vis-à-vis d'un échelon. On s'aperçoit que la sollicitation du système démarre au bout d'une seconde, ce qui est bien conforme au fait que l'échelon était retardé d'une seconde. Et ensuite, on a visuellement une forme de courbe qui ressemble à ce qu'on a pu voir dans le cours. Maintenant, il faut qu'on vérifie un petit peu si cette courbe est conforme avec ce qu'on a pu voir. Avec la constante de temps pour un premier ordre et le coefficient qui est devant le P, donc ici devant le S, égal à 1. On sait qu'au bout de cette constante de temps, on doit atteindre 0,63 de la valeur finale. La valeur finale ici, on obtient 1. On peut s'apercevoir qu'on est un petit peu au-dessus de 0,6. On est très probablement à 0,63. C'est bien ce qu'on a vu théoriquement. Attention, la constante de temps, il faut bien la prendre après l'instant de l'échelon. Ici, on peut aussi vérifier qu'au bout de 3 constantes de temps, donc ici 4 secondes, on va être à 0,95 fois la valeur finale, donc ici 1. On peut, si on le souhaite, modifier les paramètres de la fonction transfert. On peut changer la constante de temps. Ici, on peut prendre une constante de temps plus élevée, on va la multiplier par 2. Il suffit de remplacer le premier coefficient du dénominateur par 2. On peut alors relancer la simulation, et là, on s'aperçoit qu'on a une constante de temps plus élevé, puisque maintenant il faut attendre 2 secondes pour atteindre 0,63 de la valeur finale. On peut également modifier le signal d'entrée, on peut modifier l'instant de l'échelon, on peut mettre 0 si on le souhaite, et on peut également modifier la valeur finale. On peut mettre 0,5. Regardons tout de suite le résultat en relançant la simulation. Voilà, on a bien une réponse qui commence à 0. La valeur finale, cette fois-ci, elle est égale à 0,5. Et donc, la constante de temps, elle va être toujours égale à 2. Ça veut dire que cette fois, on a décalé la réponse qu'on obtient. 0,63% de la valeur finale à t égale 2. On peut procéder maintenant à une étude fréquentielle. Pour représenter plusieurs. On va utiliser une autre fonction dans la librairie, dans la catégorie Commonly Used Block. On va utiliser la fonction qui s'appelle MUX. Il suffit alors de la glisser dans la fenêtre Simulink. Une fenêtre s'affiche sur le nombre d'entrées. On va laisser par défaut 2 en cliquant ailleurs. Et ce bloc, on va le mettre entre la fonction transfert et le scope. Pour cela, on va devoir effacer la flèche qui est ici en cliquant dessus et en appuyant sur le bouton suppression de votre PC. On va la descendre. Par exemple, ici, on vous propose une flèche
On peut se décaler aussi le scope. Et là, par exemple, on va connecter cette entrée de ce bloc au fil qu'on retrouve ici. Là, on va pouvoir sur un même graphe tracer l'entrée et la réponse au système, ce qui peut parfois être assez pratique. On relance la simulation, on a bien l'entrée en échelon d'amplitude 0,5 et la sortie qui correspond à la réponse d'un échelon d'amplitude à 0,5. Vous voyez que ça permet de faire des simulations assez rapides. Maintenant, on va avoir besoin de faire une étude fréquentielle. Donc dans le cours qu'on va commencer, le chapitre C6.1, on va voir que l'étude fréquentielle consiste à imposer en entrée une fonction de type sinus. On va donc modifier l'entrée en supprimant le step et en allant chercher dans la librairie, dans la catégorie source, la fonction sine wave qu'on peut glisser. On la décale, on la connecte à l'entrée de la fonction de transfert, on peut double-cliquer sur ce bloc et ici on va pouvoir modifier essentiellement deux paramètres, amplitude et frequency. L'amplitude c'est l'amplitude d'une fonction sinus, on peut laisser 1 par défaut, bias c'est le retard et frequency, attention c'est un faux ami, il ne s'agit pas de la fréquence mais de la pulsation. On peut le voir avec l'unité qu'on retrouve ici. Donc c'est le oméga qui est 2 pi fois la fréquence. Donc une pulsation de base égale à 1. On peut laisser ces paramètres par défaut en appuyant sur OK et on peut lancer la simulation. On obtient ce résultat, donc la simulation dure 10 secondes, on a réglé la pulsation à 1 radian par seconde, on connaît la relation entre la pulsation et la fréquence, on peut en déduire l'expression de la fréquence qui sera égale à 1 sur 2pi. On peut également en déduire l'expression de la période qui est égale à 1 sur f qui sera égale à 2pi, à peu près égale à 6,28 secondes. Il suffit de vérifier sur le graphe, donc la fréquence du signal d'entrée va correspondre à peu près cette valeur, 6,28 secondes. Premier constat, on remarque qu'en entrée, on a imposé un sinus. On remarque qu'en sortie, on a une fonction qui n'est pas une fonction sinus, mais qui possède une période d'oscillation qui ressemble. Alors on verra que dans le cours que pour faire une étude fréquentielle, il faut vérifier qu'on se situe en régime permanent. On dit qu'en régime permanent, il est préférable d'attendre une dizaine de périodes. On sait qu'avec ce réglage, une période est égale à 6,28 secondes. Il faut donc modifier la durée de simulation, par exemple en imposant 62,8 secondes. On peut donc revenir sur la fenêtre de simulation en mettant par exemple 70 secondes pour être sûr d'avoir dépassé 10 périodes. Et on lance la simulation. Voilà le résultat qu'on obtient. On a bien l'impression d'avoir 10 périodes. Par contre, la courbe obtenue n'est pas forcément très satisfaisante d'un point de vue de l'allure. On a l'impression qu'elle est très saccadée. Ça ne dit pas de temps de simulation. On peut donc le modifier, ce pas de temps, en allant dans les paramètres de la simulation avec la petite roue dentée qui se situe en haut à gauche, dans Configuration Properties. On clique dessus sur ce bouton. Ici va s'afficher un menu avec différents onglets. On reste dans l'onglet Main et ici vous avez un champ à remplir qui s'appelle Sample Time. Si dans le champ Sample Time -1 est présent, ça veut dire que le pas de temps sera calculé automatiquement. Sinon on peut forcer le pas de temps. Ici on remarque qu'il faudrait mieux avoir une centaine de points par exemple par période, sachant qu'une période est égale à 6,28 secondes. On peut donc choisir un pas de temps égal par exemple à 0,06 secondes. On valide et on peut relancer la simulation. Là, on s'aperçoit que la courbe est beaucoup plus satisfaisante. On remarque qu'au début, c'était ce qu'on obtenait précédemment et on remarque que par la suite, on a bien l'impression d'avoir deux fonctions harmoniques qui ont des amplitudes différentes et qui sont déphasées l'une par rapport à l'autre. C'est bien un résultat qu'on a pu voir en sciences de l'ingénieur dans le cours 6.1 ou que vous avez déjà pu voir en physique. L'étude fréquentielle consiste à étudier la réponse en régime permanent d'un système vis-à-vis d'une entrée sinusoïdale. On peut montrer, comme on l'a vu dans le cours 6.1, que la sortie sera toujours sinusoïdale en régime permanent, mais elle sera éventuellement déphasée par rapport à l'entrée et elle n'aura pas la même amplitude. L'outil le plus adapté pour représenter ceci est le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode permet, en fonction de la pulsation, de quantifier ce rapport d'amplitude qui est le gain et ce déphasage qui est la phase. Il est bien évidemment possible de tracer le diagramme de Bode d'un système à l'aide de Simulink. Pour ce faire, il faut définir une entrée et une sortie de notre système. On clique sur la flèche correspondant à l'entrée, on va cliquer avec le bouton gauche de la souris, le menu contextuel s'affiche, on va choisir Linear Analysis Point et là on va choisir Input Perturbation. Un petit icône apparaît ici. Pour la sortie, c'est la même idée, on clique sur le bouton de sortie, on clique sur la flèche de sortie et avec le bouton droit de la souris, le menu contextuel s'affiche et là on choisit Output Measurement. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut se rendre dans l'onglet Apps, puis Model Linearizer. Une fenêtre
va s'afficher. Dans cette fenêtre, on dispose de différentes options en haut. On va cliquer sur l'option BOD et à condition d'avoir bien défini l'entrée et la sortie comme on l'a fait précédemment, ça va nous tracer directement le diagramme de BOD du système. On va donc vérifier qu'il corresponde bien à un système du premier ordre. Le diagramme de BOD s'affiche avec le diagramme en gain, le diagramme en phase. On s'aperçoit qu'il se comporte bien comme un premier ordre puisque on pourrait très bien donner deux branches asymptotiques dans le diagramme en gain, une branche horizontale et une branche oblique. Il faut vérifier que la branche oblique soit bien à moins 20 décibels par décade, ce qui est le cas. On peut s'apercevoir qu'on a une pulsation de cassure ou une pulsation de coupure à moins 3 décibels à la constante de temps, sachant que la constante de temps pour notre système était égale à 2, de pulsation de cassure ou de coupure à moins 3 décibels doit être égale à 1,5. On est en échelle logarithmique, si on va bien retrouver les moins 3 décibels. Pour le diagramme en phase, on a deux branches asymptotiques horizontales pour les basses fréquences à 0 degrés et pour les hautes fréquences à moins 90 degrés. Un point remarquable à obtenir, c'est à la pulsation de coupure à moins 3 décibels, donc qui est égale à 0,5 radians par seconde. La phase va passer par moins 45 degrés. Donc on observe, c'est un outil très pratique pour tracer les diagrammes de BOD. Autre fonctionnalité importante pour faire de la simulation, c'est le fait de pouvoir extraire un résultat de simulation pour pouvoir l'utiliser dans MATLAB éventuellement pour faire des tracés de courbes. Donc pour faire ces tracés de courbes, les fonctions MATLAB vous sont données dans le répertoire que je vous ai envoyé. Donc pour ça, on va utiliser une fonction dans la librairie, dans Things, qui s'appelle ToWorkspace. On glisse le bloc. Donc on précise un nom de variable. Ici, on peut l'appeler S comme sortie. Donc on voit qu'on a out.s qui s'affiche et ce bloc là on va pouvoir le relier à la sortie de système. On peut relancer la simulation, la réponse temporelle s'affiche et si on retourne dans MATLAB en cliquant sur Window, fenêtre et si on revient dans MATLAB et on regarde le workspace, ici on a une variable qui s'appelle out qui est apparue. On peut taper la variable out dans l'interpréteur et on a tout ceci qui s'affiche. Ceci va correspondre à la description de cette variable qui est en fait un objet. Alors un objet c'est comme dans Python. On peut avoir des sous-variables associées à l'objet. Ici, les sous-variables sont présentées ici. Une variable qui va être intéressante, ça sera s. Si on fait out.s, on va avoir d'autres choses qui apparaissent. Et là, si on fait out.s.time, on aura les valeurs de temps de la simulation qui apparaissent. Et si on fait out.s.data, on aura toutes les valeurs de la sortie qui apparaissent. Ensuite, on peut très bien extraire ces deux valeurs en les stockant dans des variables. Par exemple, le temps, on va l'appeler petit t. T reçoit out.s.time et la sortie y va recevoir out.s.data. Ensuite, on peut tracer l'un en fonction de l'autre. Les fonctions qui permettent de faire des tracés sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans Python, sauf qu'il n'y a pas besoin d'importer un module en particulier. On peut utiliser directement la fonction plot. Plot t, y. Une fenêtre apparaît. Vous pouvez remarquer que c'est la même fenêtre que ce qu'on a vu précédemment, qui correspond à la sortie de la fonction qu'on retrouve. Et ensuite, on a des fonctions qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans Python. Voici donc les principales fonctionnalités qui nous permettent de faire la modélisation des systèmes. Ici, on va donc utiliser ceci pour faire la modélisation du robot Eric. Et pour ce faire, dans le TP, on va devoir compléter un schéma bloc qui est déjà partiellement rempli. Vous allez retrouver ce schéma bloc, donc la modélisation Simulink, dans l'explorateur de fichiers. Il s'intitule TP-Eric3 modèle MATLAB LF. Vous pouvez double-cliquer sur ce modèle et il va s'ouvrir dans Simulink. Donc voici le modèle partiellement rempli. Maintenant, à vous de le remplir pour pouvoir procéder à la simulation complète du robot.